On croit à tort que les grands patrons savent tout sur tout et sont des brutes sans cœur. Un chef, il n'est ni parfait ni inoxydable. Ce qu'il faut accepter quand on est dirigeant, c'est au fond d'être un peu comme le standard des urgences. Ce qui vous remonte à coup sûr, ce sont les emmerdes. Elle m'a dit, mais Henri, tu n'as pas besoin de faire croire aux autres que tu es un surhomme. Montre ta vulnérabilité, ça te renforcera. Vous l'avez fait ? Oui, bien sûr. Apprenez à réfléchir, apprenez à soulever le voile sur les questions qui vous gênent. Le sujet important, c'est le discernement. C'est qu'est-ce qui est... Enfin, d'abord, comment est-ce que je discerne entre la vérité et ce qui ne l'est pas ? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Ça me sert à quoi ? Et au fond, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ? Si vous étiez prof de discernement, vous enseigneriez quoi ? Elle est pas mal celle-là. Ouais. Je suis curieux de la réponse, je vous avoue. Bonjour à tous, je suis sûr qu'au moins une fois, comme moi, vous avez rêvé d'être un chef, un grand leader. Que ce soit de votre entreprise, d'une association, de votre famille ou des projets qui vous tiennent à cœur. Mais comment devenir ce grand leader auquel nous aspirons ? Est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est acquis ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? C'est toutes ces questions qu'on va poser aujourd'hui à un des plus grands capitaines d'industrie que compte notre pays. Bonjour Henri Decastres. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui au micro des Lueurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux, comme je vous le disais juste avant qu'on commence cette émission, parce que depuis le début des Lueurs, on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir un grand capitaine d'industrie, une personne qui a eu à conduire des grands projets d'entreprise, à l'idée des équipes, à essayer de les conduire vers une ambition, vers une vision commune. Et j'ai envie avec vous qu'on puisse questionner justement à la fois votre trajectoire, mais surtout à travers votre trajectoire, les défis, les questionnements intérieurs que vous avez traversés et qui peuvent éclairer tous ceux aujourd'hui à qui des hommes sont confiés, à qui des projets sont confiés, à ceux qui essaient encore dans un monde qui semble parfois perdre un petit peu sa colonne vertébrale, d'avoir une hauteur de vue. Alors ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ils en ont l'habitude. Pour faire connaissance, j'ai disposé devant vous 3 cartes. Ce sont des phrases à compléter et qui vont nous permettre un peu de jalonner les sujets qu'on va aborder ensemble dans l'interview. Je vous propose de retourner la première, de la lire à haute voix et de la compléter. J'ai failli devenir ministre plusieurs fois, mais... Parce que je ne peux pas passer à travers le fait que la politique, ça fait partie de votre famille. C'est aussi une question qui est revenue plusieurs fois dans votre trajectoire. Aujourd'hui, finalement, vous n'avez pas embrassé cette carrière politique sur le premier plan. Est-ce que ça reste quelque chose aujourd'hui qui manque à votre vie et que vous avez envie de développer plus tard ? Non, ça ne me manque pas. Enfin, c'est vrai, mais ça ne s'est pas fait. Bon. Ça ne s'est pas fait. Quand ça ne se fait pas, on passe à autre chose. L'important, c'était pas de devenir ministre ou de pas devenir ministre. L'important, c'était est-ce qu'on peut trouver un moyen de porter ses idées, de les faire prospérer, de mettre en œuvre ce à quoi on croit. J'ai essayé de donner ce que je pouvais. Ça ne s'est pas fait, c'est ainsi. Il y a mille et mille choses autre, intéressante. C'était pas une fin en soi. Ah non, c'était sûrement pas une fin en soi. Je vous laisse prendre la deuxième carte. On croit à tort que les grands patrons savent tout sur tout et sont des brutes sans cœur. Donc c'est faux. Mais bien sûr que c'est faux. Enfin, si on croit à tort, c'est que c'est faux. Mais... savent tout sur tout, non, je veux dire, plus... D'abord, j'aime pas trop le terme grand patron, parce que grand patron, petit patron, ça semble établir une hiérarchie. La vérité, c'est que tous, ils ont la responsabilité d'équipe, la responsabilité de projet, et qu'ils ont tous intimement conscience du fait que les décisions qu'ils prennent vont impacter des hommes et des femmes, que ce soit leurs collaborateurs, que ce soit leurs clients, que ce soit leurs fournisseurs. Et se faire une espèce d'image... mythique du grand patron omniscient, c'est évidemment extraordinairement éloigné de la réalité parce que plus on avance sur ce chemin, plus on a des dilemmes complexes à gérer, parce que la vérité, c'est ça. Hein, les choses intéressantes sont les dilemmes. C'est quand la réponse n'est pas simple ou claire. Plus on comprend qu'il n'y a jamais de réponse évidente et que les choses sont compliquées et très très souvent qu'on a besoin des autres
pour arriver aux bonnes réponses. On va y revenir, ça, dans l'interview. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là. C'est l'image avec laquelle vous avez grandi du chef, du leader. C'est quelque chose qui existait déjà dans votre famille. On va en reparler parce que j'imagine, en tout cas c'est la question que je vous poserai tout à l'heure, que le roman familial de votre famille, avec des personnes qui se sont vraiment engagées au service de leur pays notamment, ça a forgé une certaine idée de ce que c'est qu'un chef, de ce que c'est qu'un leader, en tout cas de cette place de serviteur. Oui, je crois. Enfin, on va sans doute en reparler, mais il y a deux mots importants qui sont l'exigence et le service. L'exigence parce que c'est placer la barre le plus haut possible pour arriver à faire des choses dont on ne pensait pas qu'on y arriverait, au service de quelque chose. Et c'est le deuxième élément important. C'est pas une exigence vaine, égoïste, etc. C'est une exigence au service de quelque chose. Je vous laisse retourner la troisième et dernière carte. Quand une personne s'oppose à ma décision, je la réinterroge, ou plutôt je l'interroge et je me réinterroge. Et ensuite, je décide. Donc vous arrivez parce que évidemment je vous pose la question, c'est évidemment votre réponse m'intéresse, mais c'est aussi parce que c'est une question que se posent beaucoup de patrons, de leaders qui nous écoutent. C'est est-ce que je passe en force, quelle place je donne à l'écoute? C'est évidemment une question que vous avez eue en fil conducteur toute votre vie dans vos fonctions. Très souvent. Et d'ailleurs, plus on avance dans le temps, en âge et en expérience, plus quelque part on perd ses certitudes adolescentes. Et moins on a la tentation d'imposer sans écouter. Je pense que les vrais leaders, en tout cas ceux que j'admire, et pas simplement parce que je les admire, mais parce que je pense que ce sont aussi les plus efficaces. Être un chef, conduire, convaincre, c'est pas simplement un sujet de prise de décision, c'est aussi un sujet de préparation de cette prise de décision et de réflexion là-dessus. Et si on croit à l'intelligence collective, ce qui est une de mes croyances extrêmement profondes, c'est-à-dire je pense que seul on peut faire un certain nombre de choses, mais on a des limites tout à fait claires. Alors qu'en revanche, si on est capable de fédérer autour de soi une équipe et qu'on est capable de la fédérer par un partage de la vision, des valeurs et par un mode de décision qui permet de prendre en compte ce que les uns et les autres pensent, on arrive à de meilleures décisions. Et ça n'est pas écouter tout le monde pour en sortir un consensus mou. C'est écouter et regarder avec beaucoup d'attention ce que vous disent ceux qui sont avec vous, pour bien essayer d'intégrer le maximum de paramètres avant de prendre sa décision. Parce que chacun d'entre nous a des angles morts, à commencer par celui qui dirige. Et donc, le fait d'écouter ceux avec lesquels on travaille, d'écouter ceux auxquels on va demander des efforts pour la mise en œuvre de ce qui va faire l'objet de la décision, c'est une façon d'améliorer la qualité de cette décision parce que on va découvrir qu'il y a des éléments auxquels on n'avait pas forcément pensé. C'est aussi une manière de la faire beaucoup mieux partager parce que chacun d'entre nous, et je suis sûr que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé à moi très souvent, quand je n'étais pas entre guillemets, le chef ou le leader, quelle que soit la décision finale, si vous avez le sentiment d'avoir été écouté, vous la respecterez bien plus et vous la comprendrez bien mieux que si vous avez l'impression qu'elle vous a été imposée sans discussion. Alors à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, on va rembobiner. On va essayer de comprendre à travers la trajectoire d'Henri Decastre, notre invité de la semaine, comment à la fois vous êtes devenu ce grand capitaine d'industrie dont je parlais en introduction, tout en restant un homme réputé pour être fidèle à ses convictions. Et j'aimerais rembobiner
au début de notre échange en 1989, au début de votre trajectoire, au moment où vous allez rejoindre AXA. Parce que vous avez été à l'ENA, vous avez commencé votre carrière dans la fonction publique, vous êtes au Trésor, si je ne dis pas de bêtises, et un jour vous rencontrez Claude Bébéar, qui a fondé AXA, AXA qui n'est pas un grand assureur français à ce moment-là, et qui vous propose de le rejoindre. Et ce jour-là, vous allez accepter de le rejoindre, et en acceptant sa proposition, on va vous dire, vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Et est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez comprendre qu'une autre trajectoire de leader est à vous, en tout cas, doit être votre destin, on pourrait dire, en tout cas, votre trajectoire à construire? Oui, je m'en souviens vraiment très très bien. Hein. Je ne connaissais pas Claude Bébéar et il ne me connaissait pas. Je ne connaissais rien à l'assurance. Je crois que j'avais même pas lu mon propre contrat d'assurance automobile. Et moi, en fait, pour être franc, je commençais à m'emmerder à la direction du Trésor, qui était un endroit absolument formidable, peuplé de gens tout à fait remarquables. Jean-Claude Trichet était mon patron, mais c'était pas l'administration ou la fonction publique dont j'avais rêvé, parce que ça n'était plus en réalité déjà la génération de ceux qui avaient reconstruit le pays après la guerre. Et donc j'ai vu Claude Bébéar dans son bureau avenue Matignon. L'entretien a duré moins d'une demi-heure. Hein. Il m'a proposé le job de directeur financier du groupe. Et je lui ai dit oui tout de suite, en fait. Pourquoi vous lui avez dit oui ? Pourquoi je lui ai dit oui ? Parce que ce qu'il avait développé, ce qu'il m'avait expliqué, le charisme de l'homme et la clarté de son projet, même si son projet pouvait assez légitimement être considéré comme totalement fou par un auditeur normal l'écoutant. AXA, à l'époque, était une petite mutuelle qui venait de prendre le contrôle d'un groupe plus gros, mais même en ayant pris le contrôle d'un groupe plus gros, c'était le 4e ou le 5e assureur français. Et il m'a pas froidement, c'est pas du tout quelqu'un de froid, il m'a chaleureusement expliqué que au tournant des années 2000, c'est-à-dire 11 ans plus tard, on serait le premier mondial. Et vous l'avez cru? Non, je l'ai écouté. Je l'ai pas forcément cru, entre guillemets, mais je me suis dit ça, c'est franchement quelqu'un d'hors du commun, tout à fait hors du commun. Et l'homme et la manière dont il présentait son projet m'ont convaincu, et je me suis dit, exerce ta liberté, prends ton risque, vas-y. Si tu penses que t'amuseras, s'amuser c'est peut-être pas le mot, mais si tu penses que tu t'épanouiras, que tu seras plus utile en faisant ça qu'en poursuivant une carrière classique dans une administration aussi prestigieuse soit-elle, vas-y, qu'est-ce que tu risques ? Au fond, c'est le premier moment vraiment significatif dans ma vie professionnelle où l'exemple des générations qui m'ont précédé m'a aidé à prendre la décision. Parce que mon grand-père, comme mon père, à des moments compliqués, ont pris des décisions qui pouvaient apparaître comme totalement folles et contre-intuitives, mais qui correspondaient simplement à deux choses très très fondamentales, qui étaient leur volonté d'agir conformément à leurs valeurs et à la vision qu'ils avaient de ce que devait être leur vie, et la faculté d'exercer leur liberté, quelles que soient les conventions. Quelles que soient les conventions. Oui. Je m'arrête là-dessus, parce que c'est, je pense, un dilemme auquel sont confrontés beaucoup de personnes. Où est-ce que j'exerce ma liberté ? Où est-ce que je respecte les conventions ? À quel moment c'est de l'orgueil ? À quel moment c'est de la liberté ? Et c'est ma singularité, mon talent qui s'exprime, quitte à transgresser un petit peu au regard du monde. Comment vous avez placé le curseur là-dessus ? La question est très bien formulée, parce que y a toujours le risque de l'orgueil, qui est de se dire je suis supérieur aux autres et donc j'ai bien le droit de faire ce que je veux. C'est pas du tout ça. Hein. C'est je pense que beaucoup plus dans des circonstances comme celle-là, on est très très souvent retenu par les conventions, parce qu'on est on est nous-mêmes, quelque part, à la fois formés, mais par moments aussi bridés par notre éducation,
par des normes et des conventions qui ne sont que la mise en forme d'un certain nombre de règles qui, en général, sont utiles, mais dont il n'est pas interdit de penser qu'à un moment ou un autre, on peut s'extraire. Et au fond, pour moi, je veux dire, très au-dessus des conventions, il y a les valeurs. Hein, tout simplement. Donc, est-ce qu'on agit en accord avec ces valeurs ou non ? Et si on a le sentiment qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on s'affranchisse de conventions qui, souvent d'ailleurs, sont la formalisation de ce qu'on pense être le regard des autres. Hein ? Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Moi, je pense que si on est en accord avec ces valeurs, c'est très bien. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut, et c'est là qu'on évite l'orgueil, il faut mesurer ses risques et se dire, je le fais, j'exerce ma liberté. En exerçant ma liberté, je prends bien évidemment le risque de l'échec. Et je ne me plaindrai pas si ça ne marche pas, parce que ça fait partie de l'équation de départ. Mais si on est capable de faire ça, je pense qu'on y gagne un champ de possibilités très supérieur à ce qu'on peut trouver si on ne le fait pas. Vous avez dit au-dessus des conventions, il y a les valeurs. C'est quoi les 2 ou 3 valeurs cardinales que vous ont transmis vos parents et vos grands-parents ? Il y a certainement la vérité, il y a l'effort, il y a le respect des autres, il y a la recherche du courage, qui est pas une chose facile. Hein. Voilà, je veux dire, vérité, effort et exigence, respect des autres. Alors, ce que j'ai pas dit... Et fidélité, bien sûr. Ce que j'ai pas dit au début, en tout cas ce que j'ai sous-entendu, c'est l'importance en effet du roman familial chez vous dans votre histoire. C'est le printemps 54, où la France subit une défaite militaire assez cuisante à Dien Bien Phu, dans l'actuel Vietnam. On est pour que les gens se situent, on est dans une plaine en forme de cuvette qui va devenir un traquenard pour l'armée française, et avec une bataille qui va rester tristement célèbre dans l'histoire du pays. À l'époque, vous avez votre grand-père, qui est Pierre de Chevigné, qui est secrétaire d'État à la guerre, et votre grand-oncle, Christian de Castres, qui commande le camp retranché français. Pourquoi cette bataille, et plus globalement, ces grands moments familiaux sont importants pour comprendre la suite de votre histoire, en tout cas l'image que vous vous faites du service, de la vision, de l'ambition d'emmener des hommes dans des grands projets? Il y a une longue tradition militaire dans la famille qui remonte vraiment très, 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 très loin. Il y a eu plusieurs dizaines de ce qu'on appelait des lieutenants généraux, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire des généraux. On a un aïeul qui était ministre de la Marine de Louis XVI et qui était maréchal après avoir gagné la bataille où est mort le chevalier d'Assas, qui était la bataille de Clostercamp. Et donc, la tradition militaire a imprégné toute ma famille. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est effectivement cet épisode de la guerre d'Indochine. C'est la fin de la guerre d'Indochine, hein, parce que la bataille de Dien Bien Phu a précipité en fait la fin, parce qu'il y avait déjà des négociations en cours à Genève. L'armée française pensait, parce qu'elle avait gagné une bataille comparable, dans un site différent, mais comparable quelques mois avant contre le Viet Minh, qu'en créant dans le nord du Vietnam un point de cristallisation important, elle allait attirer des divisions Viet Minh et les étriller de la même manière qu'elle l'avait fait quelques mois avant. Et ce calcul s'est avéré faux parce que les Russes et les Chinois ont doté le Viet Minh d'une artillerie qui s'est mise sur les collines et qui a pilonné le camp. Cet épisode m'a marqué parce qu'effectivement, il y avait 2 membres de la famille en situation de décision à ce moment-là. Alors, j'étais pas né, hein, je suis né quelques semaines après. En 54. Je suis né en août 54 et Dien Bien Phu est tombé en mai. Mais cet épisode m'a marqué parce que, bien entendu, on en parlait dans la famille. Bien entendu, j'ai vu et connu un certain nombre de gens qui y ont participé. Et
j'ai très bien connu mon grand-père puisque il n'a disparu qu'en 2004 et mon oncle Christian qui était un personnage de légende dans l'armée parce que c'était un des lieutenants du maréchal de Lattre. Il était très très flamboyant. Il avait donné toutes les collines qui entouraient Dien Bien Phu et qui étaient des points d'appui pour la garnison du camp, étaient baptisés de prénoms féminins dont la légende, qui n'était pas vraiment une légende, disait que c'était le nom de ses maîtresses. Et il y avait un nombre respectable de points d'appui, ce qui donnait une idée de ce qu'avait été la vigueur de sa vie sentimentale. Mais avant tout, le point important, et ça m'a été raconté par les deux, c'est mon grand-père est allé rendre visite à mon grand-oncle quelques jours avant le déclenchement de la bataille. Et les deux avaient fait la guerre, enfin l'un était encore en train de la faire, était officier. Et ils ont eu une discussion qui tournait autour du fait qu'ils savaient d'ores et déjà, avant même que la bataille se déclenche, qu'elle serait très difficile et très, très incertaine. Et Christian de Castres, qui commandait, avait accepté ce commandement dont personne d'autre ne voulait, précisément parce que tout le monde savait que ce serait très difficile. Et ça, c'est l'exemple d'un leader qui avait un passé militaire absolument extraordinaire, qui accepte une mission dont il sait très bien que le plus probable, ou le très probable, c'est qu'elle ne se terminera pas forcément bien, et que si elle ne se termine pas forcément bien, c'est au fond sur lui que reposera le jugement que l'on portera. Donc c'est quelqu'un qui a su, et que je respectais profondément pour cela, il a su s'effacer devant ce qu'était la nécessité et la difficulté de la mission. Et effectivement, ils ont résisté de façon héroïque, mais ils ont perdu. Et voilà, il est celui qui a porté la défaite sur ses épaules pendant longtemps. Pourquoi c'est si important le roman familial dans votre trajectoire de leader? Parce que c'est à la fois c'est une exigence et ça donne des références. C'est-à-dire c'est une exigence, ça vous incite à mettre la barre aussi haut que possible. Mon père nous avait dit un jour, mais nos parents nous ont donné une éducation qui était formidable, très pleine d'amour, mais aussi pleine d'exigences. Mais pleine d'exigences intelligentes. Il m'a dit un jour, fais ce que tu veux, mais il y a une chose que je ne tolérerai pas, c'est la médiocrité. Quand ça vous tombe dessus, voilà, on sait que c'est exigeant. Donc, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire de l'envie, du besoin d'être à la hauteur de ce qu'ont fait les générations précédentes. Et en même temps, c'est une référence parce que dans les moments difficiles et dans les moments dans lesquels on doute, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils auraient fait ?» Qu'est-ce qu'ils auraient fait à ce moment-là? Et on arrive, alors je ne dis pas qu'on ait à chaque fois la réponse exacte, hein, mais ça vous ramène sur ce qu'a été l'essentiel des valeurs qui guidaient leur comportement. Et notamment, je veux dire, où est la recherche de la vérité? Où est la recherche de l'exigence? Où est le courage ou l'acceptation de la difficulté? Et c'est pour ça que ça sert, parce que ce sont des exemples concrets dont on a entendu parler et dont on sait que si on s'y réfère, ils vous aideront, ils vous guideront. On avance un petit peu dans votre trajectoire, parce que ce que je voulais qu'on partage ensemble dans cette première partie, et que les gens comprennent bien, c'est donc l'importance de ces valeurs, de cette éducation, de ce roman familial dans votre trajectoire. Pourquoi je voulais que les gens le comprennent bien? C'est parce qu'ensuite, vous allez arriver dans le monde, on pourrait dire un peu vulgairement, du business. Et souvent, quand on arrive dans la réalité, entre l'image qu'on se fait d'une certaine forme de pureté dans l'exercice de nos fonctions et la réalité du terrain, il peut y avoir un tiraillement, en tout cas il peut y avoir une espèce de retour sur Terre un peu violente.
On appelle ça aujourd'hui, pour beaucoup de notre génération, la recherche d'un sens, la recherche d'un impact, d'une utilité, d'un monde qui n'y répond plus. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas dans ce monde professionnel et est-ce que ce tiraillement dont je parle entre la réalité et l'image que vous faites d'une vie réussie transmise par vos parents, où ça commence à tirailler un petit peu? Oui, alors, enfin, d'abord, comment dirais-je, c'est l'entrée dans ce monde, entre guillemets, c'est pas franchement une porte qu'on passe et puis ensuite tout est différent. Ça se fait de façon progressive, surtout quand on fait des études un peu longues. Deuxièmement, il n'y a pas que dans le monde du business qu'il y a une différence entre la réalité et l'idéalisation. Enfin, c'est vrai dans tous les autres mondes. On parlait il y a un instant de l'armée. La vraie guerre, c'est ni celle des romans, ni celle des cinémas. C'est pas Top Gun tous les week-ends. Voilà, c'est pas Top Gun tous les week-ends. Donc, il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. La vérité, c'est que le point commun à tout ça, c'est que c'est juste la vie. Et c'est une vie dans une époque, à un moment, avec des opportunités qui se présentent ou qui ne se présentent pas. Et comment dirais-je ? J'ai envie de vous dire que la recherche de sens, c'est un peu comme quand on cherche un trésor. Si on part les mains dans les poches, en sifflotant, sans avoir réfléchi et sans savoir exactement ce qu'on cherche, la probabilité qu'on trouve me semble, elle n'est pas nulle, elle n'est pas, statistiquement elle est en doute pas nulle, mais elle me semble pas devoir être très élevée. Arriver à trouver du sens et mettre sa vie en accord avec la recherche de sens qui est la sienne, je pense que c'est quelque chose qui se construit chaque jour. Vous avez pris le temps, vous, de vous demander quel serait un sens de vie qui vous irait? Est-ce que vous avez pris le temps de cette réflexion du trésor que vous essayez de trouver? Je pense que j'ai pris du temps. Je suis convaincu que je ne l'ai sans doute pas fait assez, d'ailleurs, parce qu'il y a des tas de choses que je ne referai pas aujourd'hui comme je les ai faites à l'époque. Mais oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se construit. Mais je vais vous donner une anecdote un peu pour illustrer ça. Je reçois beaucoup de gens plus jeunes que moi. Ça, c'est l'avantage quand on vieillit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens plus jeunes que vous. Mais qui viennent me demander un avis, un conseil, etc., me parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils voudraient faire, etc. 90% d'entre eux ne me parlent que de la décision là qu'ils ont à prendre. Next move. Qu'est-ce que vous pensez si? Et très souvent, je les déstabilise complètement en leur disant « Mais attendez, c'est franchement pas du tout la question intéressante. Si vous êtes là pour me demander un avis, commencez par m'expliquer ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait dans votre vie le dernier jour quand vous vous retournerez sur votre parcours. Et si vous êtes au clair là-dessus, si vous savez ce que vous regretteriez de ne jamais avoir fait, eh bien, je pense que ça va beaucoup vous aider à prendre la décision que vous avez à prendre demain. Mais l'important, c'est pas la décision que vous avez à prendre demain, c'est que vous soyez au clair sur votre cap de long terme. Comment vous expliquez ce court-termisme dans la décision et cette recherche de sens, en tout cas elle est formulée comme telle, qui semble beaucoup plus élevée qu'avant? Parce que vous devez en voir défiler, mais toute la journée, Oui. des personnes qui vous disent est-ce que je change de boulot ou pas, ou j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, Oui, ou bien sûr. j'aimerais aller dans le social, tu comprends, parce que le business, le machin, c'est pas mon truc, j'ai l'impression de pas être utile. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez voir passer très souvent. Oui, mais absolument, très très souvent. Mais au fond, la question fondamentale, c'est est-ce qu'ils sont là pour se rassurer ou est-ce qu'ils sont là pour réfléchir? S'ils sont là pour se rassurer, ça ne sert à rien. Enfin, bon. Ça veut dire que beaucoup sont là pour se rassurer. Je ne les blâmerai pas non plus. C'est-à-dire, quelquefois, il suffit de gratter pour remettre les choses d'équerre. Et ils disent, bah oui, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Donc, mais je pense que et ça va devenir d'ailleurs de plus en plus vrai, mais ça, c'est une autre discussion. Le sujet du système éducatif, c'est pas tellement d'apporter le savoir, c'est d'apporter le discernement. Et aujourd'hui,
beaucoup des générations qui viennent sont noyées sous le savoir, qui est d'ailleurs très souvent un faux savoir. On veut savoir n'importe quoi sur n'importe quel sujet. En 3 clics, on est noyé sous un déluge d'informations. Donc, le sujet important, c'est pas ça, c'est le discernement. C'est qu'est-ce qui est... Enfin, d'abord, comment est-ce que je discerne entre la vérité et ce qui ne l'est pas? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Ça me sert à quoi? Et comment est-ce que je reste fidèle à ce que sont mes objectifs de long terme? Et au fond, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Si vous étiez prof de discernement, vous enseigneriez quoi? Elle est pas mal celle-là. Ouais. Je suis curieux de la réponse, je vous avoue. Mais non, mais... Ou alors vous allez me parler de Saint-Ignace de Loyola. Non, mais je ne suis... Oui, mais les itinéraires, absolument. Non, c'est je à vous ai mon filé ami... une porte de sortie. Ouais, ouais. Non, mais là, Jonathan, c'est à mon ami François Sureau qu'il faut poser la question et il vous répondrait de façon formidable. Mais c'est apprenez à réfléchir. Apprenez à réfléchir et apprenez à soulever le voile sur les questions qui vous gênent. Parce qu'au fond, vous les connaissez. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Très, très, très souvent, ça m'est arrivé à moi aussi d'ailleurs, hein, le premier, on se réfugie dans la décision immédiate parce qu'on sait trop bien que si on passait un petit peu plus de temps, il faudrait qu'on gratte et qu'on mette le doigt sur des questions qui vous embêtent un peu plus, mais sur lesquelles il serait au fond peut-être pas mauvais d'avoir une réponse un peu plus claire. Et ça, pendant votre vie, il y a eu des moments où vous avez dû accepter de revenir à des questions que vous avez éludées trop rapidement pour ne pas les regarder. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des moments où j'ai regretté d'avoir pris des décisions trop vite en me disant, au fond, tu savais très bien que c'était une fuite de prendre cette décision-là. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas réfléchi de façon plus approfondie avant? Et d'ailleurs, si j'ai jamais mesuré ces choses-là, mais si je compare la manière dont je prends des décisions aujourd'hui à celle dont je les prenais il y a 30 ou 40 ans, je pense que je passe beaucoup plus de temps à réfléchir et à les préparer. Et je ne crois pas que le résultat soit nécessairement plus mauvais, au contraire. Hein. Vous avez reconnu, en tant que dirigeant, on va en parler dans un instant sur toute votre carrière de dirigeant chez AXA, vous avez reconnu ou appris à reconnaître que vous vous êtes planté ou en tout cas montrer une forme de vulnérabilité, montrer une fragilité, montrer que vous n'étiez pas omniscient. Aujourd'hui encore, on a beaucoup l'impression qu'un chef, il doit être pur, c'est-à-dire qu'il est parfaitement aligné entre ce en quoi il croit et ce qu'il fait, et puis il ne doit pas être vulnérable, sinon on perd la confiance en lui. C'est cette espèce de fausse image qu'on a encore beaucoup, et qui plante souvent d'ailleurs. Est-ce que vous avez accepté de piloter un grand groupe comme AXA en laissant paraître parfois que oui, vous ne saviez pas tout, vous aviez aussi une part de vulnérabilité comme tout à chacun? Mais je partage complètement ce que vous dites. Je veux dire, un chef, il n'est ni parfait ni inoxydable. Hein. Et bien sûr qu'il doit reconnaître ses faiblesses et bien sûr qu'il doit être capable de montrer sa vulnérabilité, de dire qu'il s'est trompé, bien entendu. Alors oui, je l'ai appris d'ailleurs progressivement. Et j'ai eu il y a une conversation que je me souviens avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Françoise Colloque, qui était la patronne de la communication et des RH chez AXA du temps de Claude Bébéar. Et elle me l'a dit un jour, je devais être dans le groupe depuis je sais pas, c'était pas les premiers mois, c'était au bout d'un an ou deux. Elle m'a dit, mais Henri, tu n'as pas besoin de faire croire aux autres que tu es un surhomme, montre ta vulnérabilité, ça te renforcera. Et vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Ça passe par quoi, concrètement, au quotidien? Ça passe par reconnaître tout simplement qu'on n'a pas toutes les réponses, partager ses doutes quand on en a. Alors ensuite, je veux dire, là aussi, il faut du discernement parce qu'il faut trouver une juste mesure. Je veux dire, le chef, il n'est pas non plus là pour être en permanence en train de battre sa coulpe et en permanence prendre les autres à témoin du fait qu'il est fragile, etc., etc., etc. Non, c'est pas ça. Hein. Mais on peut être, comment dirais-je, ambitieux, exigeant, clair dans ses décisions, en reconnaissant
une dimension de vulnérabilité. Il ne s'agit pas de faire de la vulnérabilité la dimension principale du leadership. On parle justement un petit peu de votre, on dirait aujourd'hui en bon français, de votre style de management, mais plus pour éclairer justement la manière dont intérieurement ça a grandi avec le temps. J'aimerais prendre 2 exemples. Un exemple, quand vous rentrez dans le groupe AXA, vous êtes dans le groupe AXA depuis quelques années, mais vous allez vivre 2 crises. Vous allez vivre l'éclatement de la bulle Internet et vous allez vivre le 11 septembre 2001. Et puis 10 ans plus tard, alors que vous êtes devenu PDG du groupe, vous allez vivre le tsunami au Japon, Fukushima. 10 ans séparent ces événements. 10 ans aussi pour vous d'apprentissage sur la manière de conduire des équipes, la manière de prendre des décisions. Est-ce que vous pourriez nous prendre 2 anecdotes dans chacun de ces événements pour nous raconter comment vous les avez gérés et comment aujourd'hui vous en avez tiré des leçons sur la manière d'être un chef dans la crise? La bulle Internet et le 11 septembre, c'est 2 choses quand même relativement différentes, mais on peut tirer des leçons des 2. Sur l'éclatement de la bulle Internet, avant l'éclatement, il y a eu le gonflement. Et j'ai vécu, c'était la première fois que je vivais ce qui me concernait, de façon très, très proche et très claire, l'émergence d'une technologie nouvelle qui modifiait tout ce qu'on faisait auparavant. Et au fond, c'est allé de l'inquiétude de ne pas comprendre suffisamment vite la manière dont ça allait changer l'exercice du métier et le risque de surestimer ce qu'était ce changement. Comme on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Est-ce qu'il faut... il y a une chose sûre que j'en avais tirée, c'est qu'il faut vraiment essayer de comprendre. Ensuite, la difficulté, c'est où se positionne-t-on en traitant à la pointe du changement et être ce qu'on appelle un fast follower, c'est-à-dire être capable de suivre rapidement parce qu'il y a un vrai risque et pas toujours une nécessité à être à la pointe absolue du changement. Et c'est la même chose sur l'IA, c'est la même chose sur un certain nombre de changements technologiques. Aujourd'hui, je pense au secteur automobile, on voit très bien, est-ce qu'on est à la pointe absolue sur l'électrification ou est-ce qu'on commence par regarder quelles sont les technologies qui marchent et qui s'établissent comme des standards de marché avant d'investir. En gros, il faut être dans le peloton, mais être capable de faire le sprint. C'est ce qu'on appelle fast follower. Faire la course en tête, le taux de mortalité en tête est beaucoup plus élevé parce que c'est le premier à prendre le risque d'un mauvais choix sur l'aiguillage. Et donc, il vaut parfois mieux être juste derrière. Il ne faut certainement pas nier, mais il faut quelquefois mieux être juste derrière. Ça, vous le savez déjà quand on est dans les années 2000, que vous êtes un nouveau dirigeant? Oui, alors ça, je le savais, ce que je n'avais pas... Là où 2001 a été pour moi un événement que je n'oublierai pas au-delà du drame humain, je me souviens très bien, on avait une réunion du conseil d'administration d'AXA et mon assistante est venue m'interrompre en me disant « Vous devriez interrompre le conseil et aller regarder la télévision ». Je regardais comme si elle me disait une insanité. Et on a vu les images des tours à ce moment-là, et là j'ai compris que le monde basculait, et j'ai compris que rentrer, mais ça tombait bien, alors c'était peut-être aussi parce que ça m'intéressait de toute manière, j'ai compris qu'aller rentrer ou se renforcer très considérablement dans la discussion des conseils d'administration, des équipes dirigeantes, etc., la dimension géopolitique. C'est-à-dire jusque-là, il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés que dans un monde libre et ouvert, de libre-échange, de règles de droit, qui était d'ailleurs la règle de droit occidentale, au fond, il suffisait d'être le meilleur dans son métier, que le reste avait peu d'importance. 2001, ça a conduit très vite à comprendre que la géopolitique allait prendre une position, une place, reprendre une place absolument dominante dans les choix des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs de grandes boîtes multinationales. Le tsunami et le Japon, ça a été une expérience différente,
infiniment plus forte sur le plan humain. Je précise qu'AXA est un grand employeur du pays, et donc c'est pour ça que je vous interroge dessus, c'est que c'est un pays sur lequel vous êtes directement concerné. Cet épisode-là, si on peut appeler ça un épisode, je m'en souviens des années après, de façon vraiment très très forte. Vous pouvez nous faire plonger dans votre réalité à ce moment-là. Qu'est-ce que vous devez faire, qui vous êtes, comment vous l'apprenez, et quels sont le genre de décisions que vous devez prendre? On apprend le drame qui a été le tsunami et ce qui se passe sur la centrale nucléaire de Fukushima, avec les risques de dommages irréversibles à cette centrale, les risques de contamination radioactive qui en découlent, et les mesures envisagées. AXA, à ce moment-là, a 8000 collaborateurs au Japon, donc beaucoup de monde, hein, et 8000 collaborateurs, dont sans doute quelques dizaines d'occidentaux. Et pendant plusieurs jours, hein, l'évolution des difficultés de Fukushima laisse la place à toutes les incertitudes. Et les ambassades occidentales, au bout de 2 jours, commencent à donner des instructions ou émettre des recommandations très fortes à leurs nationaux et aux entreprises de leur nationalité au Japon, expliquant évacuez vos collaborateurs, il ne faut pas rester au Japon, ça peut devenir extraordinairement dangereux pour tout le monde. Et là, je suis confronté à un vrai dilemme, hein, qui est, y a quelques dizaines de collaborateurs européens ou américains au Japon, mais il y a surtout quasiment 8000 Japonais. Qu'est-ce que je fais ? Et est-ce que je respecte les instructions diplomatiques ou est-ce que je fais différemment ? Et pourquoi est-ce que je me posais la question ? Parce que d'abord sur le plan humain, quand on a 8000 collaborateurs, il n'y en a pas 7900 d'un côté et 100 de l'autre. Il y en a 8000. Ensuite, quand on réfléchit un peu, le signal qu'on envoie en traitant 100 différemment des 7900, c'est qu'il y a 2 classes de citoyens. Les Occidentaux et les autres. Les Occidentaux et les autres. Et qu'est-ce que ça emporte derrière sur la confiance, le discours sur le projet commun, la loyauté, qui me semble être une valeur essentielle. Et quand on connaît le Japon, on sait qu'au Japon, c'est au moins aussi essentiel qu'ailleurs. Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là d'évacuer les familles qu'ils souhaitaient, mais de demander aux cadres de rester. Ce qui n'était pas une décision facile, parce que moi, j'étais dans mon bureau à Paris, donc je ne prenais pas de risque physique. C'est à eux que je demandais de prendre ce risque. Et je leur ai demandé de rester en expliquant qu'on ne ferait pas de différence entre les cadres européens et les cadres, les cadres japonais ou les collaborateurs japonais, parce que ça me semblait essentiel à la mise en pratique des valeurs de l'entreprise. Ça a été compris ? Alors, ça a été compris. Il y a une personne qui n'a pas respecté les instructions, qui donc, à l'instant où elle a mis le pied sur le sol européen, ne faisait plus partie du groupe. C'est-à-dire que j'ai considéré que les gens qui ne respectaient pas les instructions devaient s'en aller, parce que ça voulait dire qu'ils ne... C'est ça aussi pour vous, l'exemplarité, en tout cas, ça c'est une preuve, c'est d'aller jusqu'au bout Bien sûr. de la décision que vous avez posée. Bien sûr. Et alors, ce qui s'est passé ensuite a été particulièrement impressionnant, parce que,
Fukushima est rentré plus ou moins dans l'ordre et dès que l'aéroport de Tokyo a rouvert, on est allé avec une équipe d'AXA et AXA Assistance nous avait rempli les cales de produits à base d'iode dans le cas où il y avait des radiations, enfin, etc. Donc on a amené tout ça pour les équipes et les équipes japonaises m'ont proposé qu'on aille dans le nord, dans la préfecture du nord du Japon qui avait été touchée par plus violemment que le reste. Et vous savez, c'était ces fameuses images de bateaux au milieu de la ville. Donc, on y est allé. On a survolé, on pouvait y aller à ce moment-là qu'en hélicoptère. On a survolé Fukushima et on est arrivé dans cet endroit. Et là, j'ai eu une des émotions les plus fortes, sans doute l'émotion la plus forte de ma vie professionnelle. Les bâtiments d'AXA c'était un port de pêche. Et les bâtiments d'AXA étaient dans un immeuble à 4-5 étages du centre-ville, pas loin du port. Il y avait encore un bateau au milieu de la rue. Et on est allé vers cet immeuble et on est rentré dans l'immeuble. Le rez-de-chaussée et le premier étage avaient été dévastés par le tsunami. Tous les gens qui étaient à ces étages-là, heureusement, ce n'étaient pas des équipes du groupe, étaient morts, parce que le tsunami avait tout ravagé. Et on est arrivé dans les étages où il y avait les bureaux d'AXA. Tous les collaborateurs étaient derrière leur bureau, alors que debout derrière leur bureau pour nous souhaiter la bienvenue, alors que beaucoup d'entre eux avaient perdu des membres de leur famille dans cet événement. Ça a été des moments absolument mais incroyables. Et l'année d'après, on avait un patron absolument formidable au Japon, qui était un Européen, qui était un Belge, qui venait de prendre ses fonctions. L'année d'après, le niveau d'engagement des collaborateurs a été supérieur à ce qu'il avait jamais été et l'entreprise a obtenu des résultats qui étaient des résultats formidables parce que le signal envoyé avait été à la fois le signal de ne pas faire de différence entre les Japonais et les Occidentaux, le signal qui ensuite consistait à y aller dès que possible pour les voir, parler avec eux, etc., a été considéré comme un signal de loyauté et de soutien en accord avec ce qu'étaient les valeurs de l'entreprise et des équipes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette tournure de phrase très à la mode, l'équilibre vie pro, vie perso? Alors ça, on a une d'un magazine sur le sujet par semaine, je pense. Ouais. Pour le dirigeant que vous avez été, je sais que vous n'aimez pas le mot grand dirigeant, mais quand on est capitaine d'industrie d'une entreprise comme AXA, c'est pas de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi avec rien le week-end et rien le soir. C'est extrêmement exigeant en termes de voyage, en termes de réunions le soir, en termes de charge mentale, on dirait aujourd'hui, d'enjeux. À quoi ressemblaient vos journées et comment vous avez géré cet équilibre-là, sachant que je sais que pour vous, la famille, les amis, le fait de pouvoir développer ses talents aussi dans des choses à côté du travail, c'est important. Comment on arrive à faire ça? C'est un sujet aussi vieux que le monde et à la fin, je pense que c'est un sujet de discipline personnelle. Et de la même manière qu'on disait au début de cet entretien, il faut commencer par s'asseoir pour réfléchir. C'est un des sujets essentiels sur lesquels il faut... Donc vous vous êtes assis pour réfléchir à ça? C'est pas d'ailleurs un exercice solitaire. Hein, quand on est marié, c'est un exercice à deux et à plus le jour où on a des enfants. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Je suis marié depuis... plus de 40 ans, j'ai 3 enfants, 3 beaux enfants et 7 petits-enfants. Moi, j'ai toujours considéré, parce que là aussi, j'ai regardé les générations précédentes et les sacrifices qu'ils avaient faits, mais que la vie professionnelle n'est, si on peut dire, qu'une des colonnes du temple de la vie. Si on veut que ça fonctionne et que le temple reste debout, il y a d'autres colonnes qui sont essentielles. Hein. Il y a la vie familiale, entre guillemets, il y a la vie amicale et il y a la vie que j'appellerais sociale ou au sens de la cité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour la cité. Et il faut essayer de définir,
quel est le bon réglage entre ces quatre cercles. Mais quand on a des vies professionnelles aussi exigeantes que vous, ça marche pas. Mais si, ça peut parfaitement marcher. Ça peut parfaitement marcher. Il faut accepter un réglage qui peut être différent de personnes qui ont un job plus de proximité avec des horaires plus précis, mais ça peut parfaitement marcher. C'était quoi votre réglage à vous? Mais mon réglage à moi, c'est que j'essayais d'être systématiquement de retour le vendredi soir ou le samedi matin et de ne jamais partir avant le dimanche soir ou le lundi matin. J'essayais, quand j'étais à Paris, d'emmener mes enfants à l'école quand ils étaient encore en âge d'être emmenés à l'école. J'essayais de faire des choses avec chacun d'entre eux séparément. On essayait de se garder du temps pour nous avec mon épouse. Et ce qu'il faut accepter quand on est dirigeant, c'est au fond d'être un peu comme le standard des urgences. C'est-à-dire, il faut accepter dans la définition de job que ce qui vous remonte à coup sûr, ce sont les emmerdes. Les bonnes nouvelles sont moins nombreuses et mettent plus de temps. Et il ne faut pas se satisfaire de la gestion des seules emmerdes qui vous remontent. Il faut aussi vous soucier de celles qui ne vous remontent pas. C'est-à-dire parce qu'il peut parfois y avoir une emmerde qui devrait vous remonter et qui ne vous remonte pas. Et celle-là est encore plus emmerdante que les autres. Surtout parce que vous la prenez après, souvent. Voilà. Donc, si on a un tempérament qui fait qu'on ne vit heureux qu'avec des bonnes nouvelles, il ne faut pas faire ce métier. Ce métier, c'est un métier pour les gens qui ne succombent pas sous le flot d'emmerdes de toute nature, absolument non séquencé, parce que ça vous tombe toujours dessus au moment où on l'attend le moins. Si on sait que c'est ça, on le prend avec un peu plus de décontraction. Mais ça veut dire que, par exemple, vous arriviez le week-end à ne pas être vissé à votre téléphone ou à votre BlackBerry de mail à l'époque. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants, de cadres supérieurs qui nous écoutent, qui ont 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui, il faut être joignable tout le temps, il faut être hyper réactif, il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Et on a l'impression que le prix à payer pour ça, c'est de terminer ses presses le samedi matin et d'être sur ses mails le dimanche à 16h. Il faut partir d'un principe simple, c'est si on croit qu'on est dirigeant, il faut accepter qu'on est sous obligation de résultat et pas de moyens. Et si on utilise trop de moyens pour arriver à un résultat médiocre, c'est que the job is too big for you. Donc, si on est noyé sous une avalanche de mails à un moment où on préférait au fond de soi-même faire autre chose, il ne faut pas penser qu'on est un dirigeant suraccablé par la misère du monde, il faut penser qu'on est quelqu'un qui est juste très mal organisé. Et donc réfléchir sur la différence entre l'indispensable et l'accessoire, sur la différence entre l'urgent et le qui peut attendre, et sur la différence entre la centralisation de la décision et l'absence de délégation, et la confiance et la délégation. Alors, j'ai un avantage énorme, c'est que je suis un paresseux contrarié. Un paresseux contrarié qui a dirigé AXA pendant 10 ans. Paresseux, c'est pas facile à... Mais si, parce que la caractéristique des paresseux, c'est qu'ils cherchent toutes les subtilités d'organisation possibles pour faire par les autres ceux dont ils considèrent qu'ils ne sont pas absolument indispensables. Donc vous savez déléguer. Mais voilà. Et déléguer, c'est pas se débarrasser. Je veux dire, déléguer, c'est faire grandir les autres. J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. Tout le fil rouge de l'interview, c'est la fidélité à des convictions qui n'est pas à opposer à une trajectoire professionnelle de réussite. Et vous n'avez jamais aussi caché dans votre socle l'importance de la foi, de la religion qui a été transmise par vos parents et qui a aussi guidé l'homme que vous êtes. Vous avez dit sur votre socle catholique, « Je pense que la religion fait partie de la sphère privée. Cela dit, pourquoi cacher ce que l'on est ? J'appartiens à une famille catholique, je suis croyant et la foi m'a aidé à structurer ma vie. Cela ne rend pas parfait, cela ne fournit pas toutes les réponses, mais cela vous donne des valeurs. Comment la foi a-t-elle aidé à structurer votre vie ? Comment vous la placez dans votre trajectoire professionnelle ?
Enfin bon, vous l'avez dit, je suis un catholique très très imparfait. Je connais pas beaucoup de catholiques très parfaits, si je peux me permettre. Mais j'ai dit très très imparfait. Mais j'ai jamais considéré qu'il faille mettre ça dans sa poche. D'autant moins que quand on est respectueux des autres, on sait très bien faire la différence entre le prosélytisme exhibitionniste et juste l'affirmation très simple de ce qu'est sa structure, de ce que sont ses valeurs. Ça m'a d'ailleurs jamais valu aucune critique directe. Hein. Jamais. Alors, indirect via les médias, etc., bien sûr, sur le thème le grand patron catho, réac, libéral, enfin tout ça, mais ça fait partie de la comédie classique. Mais à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de ma sphère d'action, jamais, au contraire. J'ai même des gens qui avaient des opinions ou des engagements extraordinairement différents qui sont venus me voir et qui m'ont dit on est heureux de voir qu'on a quelqu'un en face de nous qui a une architecture, un cadre, des valeurs, même si ce ne sont pas exactement les nôtres, parce qu'on préfère ça à des gens qui sont, grosso modo, déstructurés, cyniques et juste opportunistes. Mais est-ce que, par exemple, dans votre quotidien de grand dirigeant, prier, prendre du recul, essayer de se demander comment la foi peut donner une hauteur de vue ou un discernement. Est-ce que c'était aussi concret que ça dans votre quotidien, ou c'est vraiment deux sphères qui ne se touchent pas? Non, c'est deux sphères qui s'interpénètrent. Hein. Je vous pose la question parce qu'on dit beaucoup, désolé pour la formule, qu'il y a les cathos du dimanche qui sont on les voit pratiquer à la messe, etc. Qui s'embrassent à l'église au moment du baiser de paix et qui ensuite s'insultent quand ils sortent leur voiture du parking parce que tout le monde veut partir en même temps. Exactement, et puis ils ont la réunion, ils ont le conseil d'administration le mardi après-midi, et là ça devient les pires requins de la terre. Et on se dit souvent, lui, quand je pense qu'il est catholique, la semaine c'est un gros shark libéral, et le week-end c'est une personne qui vend des gâteaux à la sortie des églises. Il y a comme cette question derrière la formule de comment vous avez fait pour essayer de concilier ce qui semble être aujourd'hui deux mondes distincts. Le monde d'une certaine forme de charité, d'espérance, d'humilité, et le monde du business. Non, mais d'abord, j'aime pas trop le mot monde du business. Hein. Je l'ai senti au début de l'échange, ça. Oui, mais parce que ça renvoie, c'est connoté, c'est plein de biais inconscients, ce mot-là. C'est le monde de la vie professionnelle, c'est le monde des affaires. Oui, je veux dire, il faut bien, pour faire tourner le monde et l'économie, il faut bien des gens qui s'en occupent. Et puis, il n'y a pas que, je veux dire, il y a tous les gens qui sont dans des fonctions non directement productives et qui ont exactement les mêmes dilemmes. Hein. D'abord, moi, je crois pas au côté séquentiel, c'est-à-dire du lundi au vendredi ou au samedi, je suis dans mon monde professionnel, et le dimanche, je suis dans mon monde mystico-social, et je vais me mettre à genoux au premier rang de l'église. Tout ça, c'est des farces. Hein. Et vous comprenez ma question du sujet que ce sujet de l'unité, et puis mais bien sûr, je la comprends parfaitement, et c'est le sujet de chacun d'entre nous, en réalité. La vérité, c'est que les deux mondes s'interpénètrent extrêmement profondément. On ne peut pas agir au quotidien en disant aujourd'hui je mets sous le boisseau mon engagement ou ma foi catholique, et puis demain j'y reviendrai parce que ça m'arrangera. Non, je veux dire, à tout moment, à tout instant, dans toute décision, dans tout choix qu'on fait, dans toute réflexion qu'on a, on est les deux. On est le personnage, entre guillemets, civil, et le personnage moral, intellectuel, croyant, etc. Donc les deux s'interpénètrent. Ensuite, c'est précisément parce que les deux s'interpénètrent qu'à chaque moment où on a la capacité de le faire, et on le fait jamais assez, il faut s'interroger sur... Mais au fond, ma religion, mon éthique, mes valeurs me conduisent à aller dans quel sens ? Et où est le chemin ? Et au fond, la difficulté pour chacun d'entre nous, c'est que
Un chemin, c'est une ligne qui n'est jamais droite, qui n'est d'un jour à l'autre jamais dans le même état, dont certains passages sont éclairés, d'autres moins. Et ce qui est fantastique, c'est que notre immense en fait liberté d'hommes et de femmes, c'est nous avons le choix de savoir de quelle manière nous allons avancer sur ce chemin. C'est génial. À vous qui êtes croyants, justement, est-ce que Jésus, il y a 2000 ans, était un leader dont on peut encore s'inspirer aujourd'hui? Et si oui, est-ce que vous auriez un exemple à nous prendre? À tous les jours. Quel leader incroyable pour que son... c'est un mot incroyablement réducteur de parler de leader quand on parle du Christ. Mais vous vous rendez compte de la puissance de son message pour que 2000 ans après, il ait encore cette force. Et il n'y a pas un exemple, il y en a une multitude. Peut-être un qui vous a marqué ou qui vous a aiguillé dans votre carrière de dirigeant. La paille et la poutre, formidable. La parabole des talents, formidable. L'ouvrier de la 11e heure, formidable. Applicable tous les jours dans la vie d'entreprise. Le 11e heure? Oui, bien sûr. Parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui, en fait, à la fin, choisit la vérité et qui, en fait, est pardonné au même titre que ceux qui ont choisi ça bien plus tôt, c'est ça? Ouais. Voilà, donc plein de... voilà, il y en a plein. Pour finir notre échange, je reviens à cette question qui a guidé tout notre entretien. Et je pense à tous ceux qui aujourd'hui sont des chefs, des dirigeants, des leaders, pas forcément dans des grandes entreprises, dans leur association, dans leur famille, auprès de petits ou grandes organisations qui leur sont confiées ou qui ont envie de l'être, qui ont envie de monter des projets. Des années et des années de dirigeants que vous avez vécus, qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre comme lueur? Vous l'avez compris, chez nous, une lueur, c'est pas un conseil du mec qui a tout compris, c'est quelque chose qui, là où tu es aujourd'hui, peu importe le projet ou les personnes qui te sont confiées, j'aimerais, de mon expérience, vous dire cela. Comprenez, si vous ne l'avez pas encore complètement formalisé, que vous êtes des serviteurs et pas des maîtres. Ça vous évitera bien des écueils. Comprenez que la réussite de vos projets sera d'autant plus forte que ces projets auront été collectifs et que vous aurez su faire grandir, émerger les talents autour de vous. Soyez humble dans le succès et résilient dans la difficulté. Merci beaucoup, Henri de Castres, d'être venu aujourd'hui nous partager votre trajectoire, votre expérience au micro des lueurs. Tous les textes, tous les documents, tout ce qu'on a cité pendant l'échange, on vous le met en description de cet épisode. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos familles. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour un nouvel épisode des lueurs. À très vite.